Quelles sont les montres les plus dingues de 2022? Comment se passe un salon de l'horlogerie comme les Watches and Wonders? Et est-ce que Nico Leonard est vraiment aussi surexcité dans la vie qu'en vidéo? Spoiler alert, oui. Aujourd'hui, je vous présente quelques-unes des montres qui m'ont le plus impressionné pendant les Watches and Wonders 2022. Je vous parlerai aussi rapidement de l'expérience dans son ensemble, de notre repas avec l'équipe Chronext, Bark & Jack, Watcharch, Nico Leonard, Jenny L et Kai Watchvice, etc. Puis on reviendra vite fait sur les sorties Rolex et sur ce que propose Hublot et ce que ça représente pour moi. J'ai donc beaucoup de trucs à vous dire, alors suivez-moi à Genève pour l'expérience Watches and Wonders 2022. Tout d'abord, pour résumer rapidement, j'ai absolument adoré l'expérience, le partage avec tous ces passionnés, toutes ces rencontres, toutes ces découvertes, toute cette ambiance. Je trouve le tout extrêmement réussi. D'après moi, ça donne une image de l'horlogerie absolument passionnante, avec ses points positifs et ses points négatifs évidemment, mais ça met en lumière une partie centrale du paysage horloger. Allez, on se penche sur les montres. Je commence avec une pièce qui m'a soufflé, c'est une marque que j'appréciais déjà énormément, la Grand Seiko Kodo SLGT 003. Un truc assez fun avec Grand Seiko, c'est que dans l'ensemble, j'aimais déjà beaucoup la marque, principalement pour ce qu'elle représentait, pour les valeurs qu'elle transmettait, etc. Et certaines de leurs pièces me plaisaient, mais cette année j'ai vraiment pris conscience de la qualité de leurs produits et de l'aura que leur montre dégage. Cette année, ils lancent donc la Kodo et son calibre 9ST1, qui combine un tourbillon et un mécanisme à force constante monobloc, tournant sur un même axe. C'est quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'horlogerie qui permet une précision de très haut vol, mais aussi une utilisation optimale de l'espace et un effet visuel dingue. La montre est folle et l'attention aux détails est plus qu'impressionnante. Le boîtier de 43,8 mm est en platine 950 et en Brilliant Hard Titanium, signature de Grand Seiko. Les finitions du boîtier et du mouvement sont incroyables avec des parties brossées et des parties polies dont certaines avec le célèbre polissage Zaratsu. On retrouve aussi un ajourage superbe et des cornes mixant les deux métaux du boîtier pour un rendu général hypnotisant. Kodo veut dire battement de cœur en japonais et il y a eu un gros boulot sur l'acoustique de la montre qui bat parfaitement en rythme sur plusieurs notes, un peu comme dans un morceau de musique. C'est d'ailleurs un musicien japonais du nom de Takuma qui a bossé sur ce projet et qui, faute d'être devenu une rockstar avec sa guitare, est en train de le devenir dans l'horlogerie. Le mouvement a même donné lieu à un nouveau standard de précision, le Grand Seiko Constant Force. Nouveau standard veut dire nouveau test, donc tous les 9ST1 sont mis à l'épreuve pendant 34 jours, bien plus longtemps que pour le Grand Seiko standard classique, dont on parle dans notre vidéo sur l'histoire de Seiko si ça vous intéresse. Ces nouveaux calibres sont testés pendant 48 heures dans chacune des 6 positions et à 3 températures différentes, c'est 2 fois plus longtemps que le Grand Seiko standard. Je vous lis rapidement une partie du dossier de presse pour vous expliquer un peu ce que ça donne. La cage intérieure du tourbillon tourne tout en douceur, tandis que le balancier oscille avec une parfaite régularité, 8 alternances par seconde, et que la cage à force constante suit sa rotation par intervalle d'1 seconde exactement. En parfaite harmonie avec cette régularité visuelle, le son de l'échappement et l'impulsion, 1 par seconde, du mécanisme à force constante émettent une pulsation rassurante, procurant une grande satisfaction. La tonalité, à la fois puissante et douce, au rythme d'une double croche, est rendue possible par la fréquence du 9ST1, la plus élevée jamais atteinte, par un mécanisme à force constante. Je trouve que ça vous donne une bonne idée du concept. À 6 heures, on retrouve un rubis sur un des bras de la cage à force constante qui vient jouer le rôle de la trotteuse, indiquant donc les secondes un peu comme une seconde morte, puisque la cage tourne d'un cran chaque seconde, comme on l'a dit. Toujours dans une recherche de précision, la Kodo arrête la rotation de la cage de tourbillon quand on tire sur la couronne, pratique pour régler l'heure à la seconde près. On garde donc l'ADN de Grand Seiko, qui veut faire des pièces aussi magnifiques que précises, ultra fiables, lisibles, robustes et pratiques. Celle-là est d'ailleurs étanche à 10 ATM, encore un point inattendu pour une pièce pareille. Avant de passer à la suite, je termine juste avec le bracelet, qui ressemble à du galusha, mais qui est en fait en veau laqué main selon la technique Urushi, un traitement d'habitude réservé aux armures des samouraïs. Toujours plus. Assez dingue, non? Bon, c'est une édition limitée à 20 exemplaires, dont les premiers devraient être disponibles en octobre 2022, pour un prix catalogue de 370 000 € quand même. Donc a priori pas facile de la rentrer dans sa collection, un vrai kiff d'avoir pu essayer ce chef-d'œuvre, c'est aussi ça le truc fou de ces salons pro. À côté de ça, Grand Seiko a sorti des nouveautés dans la collection Evo 9 magnifique. 2 GMT, 2 chronographes GMT et une diver 200 mètres en titane, qui est ma préférée, inspirée par le Kurushio ou courant noir qui entoure l'archipel japonais. Prix catalogue 11 800 €. Si vous voulez une vidéo sur toutes les sorties GS 2022, dites-le nous en commentaire. Bref, que du très lourd chez Grand Seiko avec un accueil incroyable de vrais spécialistes qui répondent à toutes les questions techniques, historiques, etc. Dans le reste du salon, c'est pas toujours le cas. On est parfois reçu par des équipes du marketing qui sont clairement pas assez formées sur la technique, parfois même basiques, et c'est un peu décevant, j'avoue.
Parfois par contre on a de superbes surprises, comme par exemple chez H. Moser, une autre de mes marques préférées qui a encore frappé fort, notamment avec cette Pioneer Cylindrical tourbillon skeleton, une pièce en acier, métal rare chez Moser, de 42,8 mm, avec un cadran squelette et un sous-cadran funky blue fumé, indiquant les heures à 12 heures. J'adore ces index luminescents en 3 dimensions qui ajoutent encore à l'impression de profondeur de la pièce. C'est le mouvement automatique HMC 811 qui l'entraîne, avec sa masse oscillante en or. Le spiral cylindrique et le tourbillon volant à 6 heures offrent un spectacle fascinant pour cette montre aux finitions bluffantes et au prix catalogue de 79 000 €. Sur le stand, un accueil personnalisé chaleureux et passionné, encore un vrai plaisir. En parallèle, Moser présentait aussi une superbe Endeavour automatique avec seconde centrale, en acier de 40 mm, au cadran en émail lime green, magnifiquement texturé avec une trotteuse légèrement violacée, prix catalogue 25 000 €, mais aussi leur collaboration avec les pros du costume londonien de The Armory, une Endeavour en 38 mm avec un cadran Venta Black aux index percés, édition limitée à 28 pièces, au prix catalogue aux alentours de 23 500 €. Bon, il y a tellement de trucs à dire, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour la suite. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je revienne sur certains points dans d'autres vidéos dédiées. On continue donc avec un autre accueil superbe et des sorties incroyables chez Tudor. Magnifique stand avec des trucs originaux, des équipes formées et très accueillantes, une mise en scène qui en met plein la vue, et des montres qui m'ont fait tomber sous le charme, avec en particulier cette Black Bay Pro. C'est une pièce en acier de 39 mm avec une lunette fixe graduée sur 24 heures, couplée à une 4e aiguille pour une fonction GMT offerte par le mouvement manufacture MT5652. C'est donc bien un calibre qui intègre une fonction GMT et non pas un module GMT ajouté sur un calibre classique, nuance importante pour Tudor. Cette Black Bay Pro est pour moi une réussite totale que je préfère personnellement sur son bracelet hybride caoutchouc cuir ou sur le tissu. 3 750 € sur bracelet acier, 3 450 sur les autres. Tiens, j'en profite pour répondre à Watches the Folk qui m'avait posé la question sur Instagram. Non, le bracelet de la Black Bay 58 n'est pas compatible avec cette nouvelle Black Bay Pro. Et une dernière chose sur ce modèle, on a vu beaucoup de monde sur les réseaux s'inquiéter de son épaisseur. Pour moi, avec son diamètre en 39 mm, c'est le parfait équilibre pour une tool watch robuste et élégante. Deuxième sortie qui fait possiblement partie de mes prochains achats chez Tudor, la Black Bay Chrono SNG pour Steel and Gold, donc acier et or. Je la trouve absolument grandiose, surtout sur son bracelet Bund, un type de bracelet développé pour les premiers pilotes d'avion, pour faire en sorte que le métal ne soit pas en contact avec la peau, pour éviter les brûlures en cas de très haute ou très basse température. Calibre automatique manufacture MT5813 certifié COSC, boîtier en acier poli et satiné de 41 mm, étanchéité à 200 mètres et prix catalogue sur ce bracelet de 5 640 €. Une véritable tuerie. La troisième pièce folle de la marque pour cette année est la Black Bay GMT SNG, elle aussi avec un boîtier en acier satiné et poli de 41 mm, une étanchéité à 200 mètres, ici entraînée par le calibre automatique manufacture MT5652, certifié COSC, et équipé d'une lunette tournante bidirectionnelle en or jaune avec un serre en aluminium bicolore, marron noir mat, pour un rendu néo-vintage ultra réussi, bien plus efficace que leur GMT Pepsi d'après moi. Prix catalogue sur bracelet cuir 4040 €, 5230 € sur bracelet or et acier. La marque présentait aussi des nouveautés dans les Black Bay classiques dans plusieurs formats et une nouvelle interprétation de la Royal avec de la nacre et des diamants. Autre détail que j'ai adoré, dans leur goodie bag, en plus d'une casquette plutôt cool, ils incluaient un petit comics avec une vraie aventure autour de la Black Bay céramique. J'essaie de vous en mettre quelques images ici, qui montrent vraiment un boulot de communication et de storytelling ultra réussi qui m'a vraiment convaincu. Ça fait déjà beaucoup de belles choses pour l'année, hein. Bon, avant de parler de mon repas avec certains des plus gros youtubeurs du Watch Game international, de vous donner mon avis sur les sorties Rolex et mon ressenti sur Hublot et sur les pièces un peu plus décriées en général, quelques mots sur les sorties de chez Jaeger-LeCoultre qui tournaient autour du thème de l'Odyssée sidérale. Bon, ils nous ont présenté des incroyables horloges Atmos qui se remontent toutes seules en utilisant les changements de température, mais on va se pencher sur les montres bracelets, notamment la Master Ibris Mechanica calibre 945. Cette pièce est proposée en or rose ou en or blanc, avec des cadrans différents, mais toujours sur plusieurs niveaux, utilisant une technique d'émaillage rare appelée grisaille. Allez jeter un œil sur leur site pour en savoir plus. En termes d'indication, on peut lire l'heure civile grâce aux aiguilles classiques, mais grâce au cadran rotatif, on peut également lire l'heure sidérale, qui se base sur la rotation de la Terre, qui met 23 h 56 minutes et 4,1 secondes à faire un tour complet sur elle-même. Au centre du cadran, on découvre également la voûte céleste, qui représente le ciel de nuit vu depuis la vallée de Joux, berceau de la maison horlogère. On peut donc en permanence observer la position des constellations en temps réel. Le Cosmo Tourbillon s'ajoute au spectacle interstellaire pour une pièce qui fait rêver. Ah oui, elles sont aussi équipées d'une répétition minute.
This model is in pink gold, this one in white gold, and it's made to have because you have a dial which is made of sapphire band. Elle vous botte? Ce sont des éditions limitées à 5 pièces chacune, aux alentours de 450 000 € pièce. Oups. On a aussi découvert la Master Grande Tradition calibre 948 avec sa complication de temps universel et son cadran émaillé sur une base de feuilles d'or blanc squeletté bombé qui flotte au-dessus des flots, ou encore la Polaris à quantième perpétuel avec phase de lune, intéressant pour une montre à la base destinée à la plongée, mais je voulais aussi vous parler de pièces destinées à un public féminin qui m'ont marqué, la Rendez-vous Star et la Rendez-vous Dazzling Star, qui intègre une complication d'étoiles filantes. En plus de remonter le mouvement, la masse oscillante remonte à un module qui lance aléatoirement une animation d'étoiles filantes qui traverse le cadran. D'après les équipes, l'étoile se lance environ 5 fois par heure, mais puisqu'elle n'est visible que quelques secondes à chaque passage, on a la chance de l'apercevoir que quelques fois par jour, maximum. Gégère propose donc une complication qui intègre un aspect aléatoire, un mot d'habitude étranger au monde de l'horlogerie, tout en y ajoutant un aspect poétique, presque romantique et original. Cet aspect un peu gadget m'a beaucoup plu, surtout avec leur storytelling ultra travaillé. Ça doit pas être facile de proposer des nouveautés dans ce style un peu décalé, tout en restant dans l'élégance ultime, le rendu très haut de gamme et le respect de la tradition. Pour moi, cette étoile filante est une des plus grosses réussites du salon dans les modèles féminins, peut-être avec un modèle de chez Cartier et un autre de chez Patek dont il faudrait que je vous parle dans une autre vidéo. Avant de passer à Rolex et à Hublot, je prends une seconde pour vous remercier très chaleureusement Chronext qui sponsorise cette vidéo. J'ai eu le privilège de rencontrer une partie de l'équipe pendant les Watches and Wonders, notamment pendant un dîner auquel ils nous ont invités avec Jonas de Watchurch, Alex était malade, l'incroyable Jenny L et son mari Kay Watchvice, le grandiose Adrian de Bark & Jack, le survolté Nico Leonard de Pride & Pinion et son COO, le génial Stephen, mais aussi Doris Guy, il y a aussi Clément qui est passé, bref que du beau monde. C'était incroyable de passer du temps avec tous ces passionnés et de pouvoir échanger autour de l'horlogerie, parler technique, marketing, Moonswatch, Grailwatch, etc. Donc encore une fois, merci 1000 fois Chronext. Je vous rappelle qu'ils proposent plus de 7000 montres différentes sur leur site, tout authentifiées et révisées, pour vous permettre d'acheter votre montre en toute tranquillité. Vous pouvez vous les faire envoyer gratuitement dans un de leurs lounges si vous voulez les essayer avant de prendre votre décision, ou les commander chez vous et les renvoyer sous 14 jours si vous changez d'avis. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description et utilisez le code LECALIBRE pour votre prochain achat pour des réductions spéciales. Bon, on a déjà dit beaucoup de choses, alors je vais faire vite sur Rolex et Hublot. Pour faire court, cette nouvelle GMT Master 2 verte et noire m'a réconcilié avec les GMT modernes et devient ma préférée des modèles actuels. Pas de changement incroyable ni de révolution évidemment, mais ce mariage de couleurs avec le rappel de l'aiguille GMT verte me plaît. En plus, si vous nous suivez, vous savez que je porte mes montres à droite, donc cette option de couronne et guichet de date à gauche me correspond plutôt bien, même si les membres des équipes de chez Rolex ne parlent jamais de montre de gaucher lorsqu'ils la présentent. La Air King Vintage a longtemps été ma préférée de la marque, les récentes me touchent un peu moins, mais je trouve cool l'apparition du Chroma Light sur les 3, 6 et 9, et le redesign du boîtier pour un rendu plus fin, plus léger et plus pro. La Day-Date Platine, cadran Ice Blue, se dote d'une lunette cannelée pour la première fois. Personnellement, je la préfère avec la lunette lisse, mais la Day-Date reste ma collection préférée et cette pièce file quand même des frissons quand on la passe au poignet. On a vu aussi les Yachtmaster 42 en or jaune sur Oyster Flex et en or blanc avec des pierres de couleur sur la lunette. C'est des designs qui me touchent moins mais qui restent efficaces. Il y avait aussi des Datejust 31 avec de nouvelles finitions sur le cadran et des diamants dont des motifs floraux qui risquent aussi de plaire au public féminin. Dans l'ensemble, comme d'habitude, des petites touches de changement plutôt cool qui vont faire crier les détracteurs et qui vont faire rêver les adorateurs. Alors pourquoi je voulais absolument parler d'Hublot? Eh bien parce que c'est une marque qui me plaît très rarement et qui est souvent décriée, à tort ou à raison, notamment par l'ami Nico Leonard qui ne mâche pas ses mots. Hublot is pronounced f***ing horrible, disgusting shit, and it shouldn't be in the f***ing dictionary, and you shouldn't be f***ing selling watches, you f***ing shit. J'ai quand même voulu aller les voir sur le salon et je suis très content d'y être allé. La plupart de leurs sorties ne me touchent toujours pas, à part la Big Bang en céramique bleu pastel que je mettrais bien pour l'été, mais j'ai eu la chance d'être reçu par un membre de l'équipe produit qui a pu me parler technique, construction, design, etc. sous un point de vue de passionné qui fait partie de la maison et je trouve que ça permet d'ouvrir les yeux sur certains trucs. Donc je voulais vous en parler. Entendre un de ceux qui a travaillé sur ces pièces vous expliquer les difficultés de production d'une céramique rouge, en raison par exemple des pigments qui brûlent et deviennent marrons, ou alors vous expliquer que leur nouvelle Square Bang s'inspire de bien d'autres choses que les quartiers comme beaucoup le disent et autres, ça permet de se rendre compte que derrière ces pièces, qu'elles nous plaisent ou non, il y a des équipes motivées, passionnées, impliquées, il y a des chercheurs qui travaillent sur des innovations, sur des avancées techniques et technologiques, etc.
Celui qui m'a reçu par exemple a travaillé sur la LaFerrari MP05, qui est encore aujourd'hui la montre bracelet avec la plus grande réserve de marche du monde, avec 50 jours de réserve de marche. Lorsqu'on en a discuté, je pouvais voir dans ses yeux qu'il était fier de son travail et qu'il y avait mis une partie de lui-même. Tout ça pour dire que je trouve qu'il faut garder un esprit ouvert, même sur les marques qui nous touchent moins et dont le positionnement ne nous correspond pas. C'est toujours intéressant de se renseigner, de se plonger dans leurs univers pour essayer de l'appréhender et de le comprendre. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas évidemment, mais c'est toujours intéressant de creuser un peu pour se faire une idée construite. Il est normal que certaines philosophies et positionnements nous touchent moins que d'autres, mais lorsqu'il y a un réel travail et des artisans passionnés derrière un projet, c'est toujours très respectable d'après moi. Et bah ça en fait des infos. Et encore, il y aura tellement de choses à dire encore sur Patek, Zenith, Ressence, Montblanc, Vacheron et tellement d'autres. Alors est-ce que vous voulez d'autres vidéos sur l'événement? Répondez en commentaire et dites-nous laquelle de ces sorties 2022 est votre préférée. En attendant, à plus les calibrés.